Vous restez avec nous. L'une des autres actus de la semaine, c'est nouveau monde ou pas, nouveau pouvoir ou pas, malheureusement, les plans sociaux qui continuent. Pour en parler, j'accueille Charlotte Pusch, Nadine Rogue et Driss Mountadir. Charlotte Pusch, vous êtes la réalisatrice d'un documentaire saisissant sur les derniers mois de l'usine textile Belmaï dans la Loire. Nadine Rogue et Driss Mountadir, vous êtes deux anciens salariés de cette usine, la secrétaire de l'usine Belmaï et vous, le représentant des salariés syndiqués CFDT, deux personnages centraux de ce documentaire de Charlotte Pusch. Bonsoir à tous les trois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre film Charlotte Pusch dans un instant. On vous demandera aussi à vous de vos nouvelles, aussi des nouvelles de vos collègues qui étaient avec vous chez Belmaï. Mais d'abord, Camille, ce film, Des bobines et des hommes, qui sortira en salle mercredi, il sort dans un contexte industriel particulier. Oui, avec des nouveaux cas de fermeture d'usines ou de suppression d'emplois. Le combat le plus médiatique du moment, c'est celui de General Electric Hydro à Grenoble. 345 postes devraient être supprimés sur les 800 emplois que compte l'usine. Alors, beaucoup d'hommes de gauche ont défilé là-bas dans l'usine, comme souvent quand il y a des cas comme ça emblématiques et médiatiques. Alors, Jean-Luc Mélenchon y est allé. Il y a également eu Benoît Hamon qui était vendredi après-midi. On a pu aussi voir là-bas Arnaud Montebourg et il y avait également Pierre Laurent. Voilà. Il y a encore d'autres cas comme ça au cœur de l'actualité, comme l'usine Tupperware qui va fermer et qui va supprimer 235 emplois. Mais pour bien poser les enjeux de ce débat, il y a une étude qui m'a paru particulièrement intéressante. Pour la première fois depuis le début de la crise en 2009, les créations d'usines ont été plus nombreuses que les fermetures au cours du premier semestre de cette année. 87 ouvertures contre 61 fermetures. La France recrée donc enfin des usines, mais alors déjà à préciser, elle compte quand même toujours moins d'usines qu'avant le début de la crise. Et puis le problème, c'est que ces usines, elles ouvrent, mais en créant moins d'emplois. Donc ça garde toujours un dégât sur l'emploi et les ouvriers. Alors Charlotte Pusch, votre film raconte les derniers mois de l'usine textile Belmaï près de Roanne dans la Loire. C'est une histoire particulière, ce documentaire. On est en 2014. Il y a un film de fiction qui s'appelle La fille du patron qui se tourne dans l'entreprise Belmaï, film dans lequel le patron décide de vendre sa boîte. Et pendant le tournage, la réalité va rattraper la fiction puisque le vrai patron de l'usine Belmaï annonce à ses ouvriers, Charlotte Pusch, le redressement judiciaire de leur entreprise. Oui, c'est le réel qui rattrape la fiction. Et c'est l'histoire Belmaï qui s'impose à moi. C'est comme ça que naît Des bobines et des hommes. Et vous débarquez dans cette usine au moment où vous apprenez que le patron va vendre la boîte, lui aussi. Le patron a déjà annoncé le redressement judiciaire de l'usine. Olivier Lousteau, qui est le réalisateur de fiction, a déjà filmé ces images-là, puisque c'est une surprise pour lui. Et à partir de ce moment-là, moi j'arrive quelques jours plus tard. J'assiste à 5-6 jours de tournage de fiction. En revanche, je reste après. Alors ce film, c'est aussi un film sur des salariés qui aiment passionnément leur usine. Driss Mountadir, quand vous entendez ce que disait Camille à l'instant, ces usines qui continuent de fermer, qui réouvrent mais qui embauchent beaucoup moins de salariés, vous pensez, vous, immédiatement à ces salariés-là et à ce que vous avez vécu, vous? Oui, quelque part, je pense un peu à ces salariés, mais je pense surtout aux entreprises qui sont en train de fermer. J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça fait... que c'est un peu un tapage médiatique, aussitôt les politiques y vont. J'ai envie de dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en silence. Comme nous, par exemple, personne n'est venu nous voir, les médias ne sont pas venus, malgré les appels qu'on a faits. Voilà, c'est très bien que les politiques se déplacent, mais j'ai envie de dire, voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ferment aussi, en silence. Vous avez l'air assez amer ce soir. Oui, je suis amer parce que je suis toujours en colère. Vous voyez comment les traces que ça peut laisser. 3 ans après, on n'a toujours pas tourné la page. Non seulement, je ne vais pas me comparer à d'autres entreprises, nous on est tombé, c'est particulier, comme vous disiez, c'est très particulier. On est tombé sur un patron voyou. Ouais. Voilà, je suis amer parce qu'on a dénoncé en son temps, dès son arrivée, 1 an après l'arrivée de Stéphane Ziegler, on a très bien compris son objectif. Alors, on va le voir, Stéphane Ziegler, c'est ce que vous appelez un patron voyou, vous l'appelez même un prédateur, je crois, Driss Mountadir. Pour moi, c'est des prédateurs. Stéphane Ziegler, en gros, il se servait dans les réserves de Belmaï pour financer, par ailleurs, le rachat de l'entreprise. Il a été condamné par la justice, Stéphane Ziegler, pour mauvaise gestion, amende de 1 100 000 euros. Et il n'a plus le droit de diriger une entreprise pour les 15 prochaines années. Et pourtant, ce patron, Charlotte Pusch, il vous a laissé filmer dans son entreprise. Oui. Il m'a laissé filmer, je pense que la raison est très étrange. La fiction a permis peut-être de faire diversion dans ce moment-là de tension.
Le documentaire, c'est dans la continuité de cette diversion-là. Endormir un peu les salariés qui allaient jouer leur propre rôle. Donc, c'était une manière de mettre en avant un peu ces salariés. Et en revanche, après, une fois que j'étais dans l'entreprise... Il vous a laissé tourner. Il m'a laissé. Et je sais que c'est le plus dur pour une documentariste, mais je suis restée jusqu'à la fin. Et on va regarder justement un extrait du documentaire dans lequel on mesure l'atmosphère tendue entre le patron et les salariés. Alors pour comprendre cette scène, il faut savoir que le patron décide de quitter l'entreprise avant même sa liquidation et donc de laisser les salariés complètement seuls. Regardez. Moi, je fais appel à la responsabilité de chacun par rapport à la gestion de cette entreprise dans les 15 jours qui viennent. Et la vôtre? Ouais, elle est où? Elle a été dégagée ce matin. Ah ouais, bah. Vous êtes parti, vous avez quitté avant que votre responsabilité soit dégagée. Pas n'importe quoi. J'arrête donc la réunion. Voilà. Merci. C'est bien. Au revoir. Enfin, à jamais, quoi. À jamais surtout. Non. Voyou. Merci. Qui a dit ça? Bon. Moi, je vous ai traité de voyou parce que c'est ça. C'est exactement ça. Hein, les rats quittent le navire. Bah, sauvez-vous. Hein? Vous avez 60 mecs à la lourde. Voilà, et Stéphane Ziegler, donc scène très forte du documentaire, qui a d'ailleurs sévi ailleurs après Belmaï, puisqu'il a repris l'entreprise dans le Calvados, et que dès son arrivée, l'entreprise a été délocalisée au Maroc. 55 salariés de l'entreprise ont été licenciés. Pendant son jugement. Pendant le jugement, et le site a dû fermer ses portes. Nadine Rogue, je me tourne vers vous. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Nadine Rogue? Vous avez retrouvé du travail? Oui, j'ai retrouvé du travail, donc 6 mois après. J'ai travaillé comme secrétaire au groupement camping universitaire. Et suite à cet emploi, ça a généré au niveau des missions des agences intérimaires des propositions de missions. Et en parallèle, j'ai fait Donc vous avez retrouvé du travail. Voilà. C'est un emploi stable ou un emploi précaire que Non, vous avez c'est un aujourd'hui? emploi précaire, mais qui devrait pour moi se mettre à terme avec mes 62 ans d'ici 2 ans. Voilà. Parce que Nadine est assistante de vie scolaire. Donc la retraite d'ici 2 ans. Driss Muntaddir, sur l'ensemble des salariés, c'est quoi le ratio d'emplois stables et d'emplois précaires qui ont été retrouvés par les Alors salariés? d'aujourd'hui, oui, j'ai fait un point avant de venir. On est à peu près 80% en situation précaire. La plupart ont tous retrouvé un emploi, mais c'est tous en intérim ou en CDD. Il y a à peu près 80% qui n'ont pas retrouvé d'emploi parce que justement la tranche d'âge qu'on avait, c'était entre 48 et 50 ans. Alors, Driss Muntaddir, dans le documentaire, vous, le représentant des salariés, vous ne perdez jamais votre calme. C'est assez impressionnant, vous êtes impressionnant de maîtrise, mais ceux qui pètent les plombs, vous les comprenez quand même. On n'est pas bien virulent, quoi. Ça serait dans d'autres entreprises, il y a longtemps que ça aurait flambé, quoi. Et je peux comprendre que certains en arrivent à séquestrer des directeurs, parce que quand tu as affaire à des gens comme ça, je peux comprendre qu'ils en arrivent à ce niveau, tu vois, à cet extrême, je te jure. Hein. C'est quand tu as en face de toi quelqu'un qui a ni morale, rien, tu vois, arrive à un moment, tu pousses les gens à bout, et ça finit par des situations pareilles, quoi. Est-ce que ça aurait pu dégénérer chez Belmaï? Tout à fait, ça aurait pu dégénérer. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça faisait des années que nous, on était dans cette situation. Les 2 dernières années, on les a passées en sous-activité. Les derniers moments étaient très difficiles, donc à canaliser la colère des gens, ça a été très compliqué pour les représentants du personnel. Mais on avait toujours l'espoir qu'un repreneur vienne. Mais en définitive, comme vous dites, il nous a lâchés en pleine procédure. Alors qu'il aurait dû, il s'était engagé vis-à-vis du tribunal de rester jusqu'au bout, jusqu'à la reprise avec le repreneur. Nadine Rogue? Oui, il faudrait savoir quand même que nous étions 118 salariés en 2009. Et qu'il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Et qu'il n'y a plus aucun aujourd'hui. Donc la dernière tournée des licenciements, on était 56. Mais en amont, eh bien, il y a la moitié des salariés qui ont été licenciés. Marlène Schiappa, quel regard vous portez sur cette histoire qui est au fond une histoire qui incarne beaucoup d'autres histoires de fermeture d'usines dans ce pays depuis des années? Oui, complètement. Il y a plusieurs sujets. D'abord, si on veut être plus général, il y a le sujet de la désindustrialisation, en France, qui est un vrai sujet et un sujet d'époque. Et au-delà de ça, il y a la question de la fermeture d'entreprises, la fermeture d'usines et de l'espèce de communauté de destin que vivent les personnes dans ce moment si particulier. Et puis, il y a les histoires personnelles de chaque personne qu'on ne peut pas noyer justement dans ces questions plus larges. Pascal Bruckner?
Oui, mais je trouve dommage que les fermetures d'entreprises se passent dans une telle atmosphère d'hostilité et que la présence d'un patron voyou empoisonne complètement la vie de plusieurs salariés. Mais je crois qu'il faut regarder ça sans aucune espèce d'angélisme. Les relations entre le capital et le travail sont des relations de lutte, tout le temps. Des relations de lutte, mais je le précise encore dans ce film, on voit vraiment le calme des salariés pendant toute cette séquence qui va durer plusieurs mois, hein, Charlotte Pusch. Oui, c'est ça ce qui m'a touchée, c'est cette dignité-là, ce moment invisible qu'on ne voit pas dans l'espace médiatique. Et pour preuve, il n'y avait aucun média, aucun politique à ce moment-là. Pendant les 6 mois où j'étais à l'usine, ils sont arrivés le lendemain de la liquidation. Donc c'était un parti pris de montrer ce moment-là. Ce moment où vous avez 56 hommes qui se battent, qui se réunissent ensemble dans l'espoir de sauver 32 postes. Donc l'enjeu, il est humain. Et moi, c'est celui-ci que j'ai pris à partie. Et ce documentaire de Charlotte Pusch, Des bobines et des hommes, ça sort donc mercredi sur les écrans. Merci à tous les trois d'être venus témoigner sur ce plateau. Merci Marlène Schiappa d'avoir participé à ces politiques. Pascal Bruckner, je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est publié aux éditions Grasset. Ça s'appelle Un racisme imaginaire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission et aux équipes techniques de France Télévisions. Et merci à vous surtout de nous suivre chaque dimanche. À la semaine prochaine, 18h35 pour un nouveau numéro de C'est politique.